C'était très facile de se dire « Oh non, ces personnes ont changé mes objectifs quant à ce qui est nécessaire pour passer à la prochaine ronde de financement. » C'est dans la nature des choses. Les gens doivent simplement être prêts à modifier leurs objectifs. Bonjour, je m'appelle Michael Landsworth. Le balado de Services financiers Innovation CIBC s'intéresse aux entreprises en démarrage, en croissance et bien établies qui ont fait une percée dans leur secteur partout dans le monde. Dans cet épisode, nous accueillons deux invités remarquables. Krishna Srinivasan, associé fondateur de Live Oak Venture Partners, et Jonathan Schupak, directeur général et chef de marché, Services financiers Innovation CIBC au Texas. Ils nous font part de leurs observations et de leurs expériences sur les défis et les triomphes que vivent les propriétaires d'entreprises en démarrage au Texas. Soyez des nôtres pour découvrir les secrets qui garantissent la prospérité des entrepreneurs en établissant des parallèles entre le fait d'escalader des montagnes imposantes et de mettre sur pied des entreprises révolutionnaires. Découvrez la résilience, le sens de l'innovation et l'esprit de collaboration qui définissent le milieu des entreprises en démarrage au Texas. Nous commençons au camp de base du mont Kilimandjaro où Krishna s'est retrouvé à l'âge de 50 ans, levant les yeux vers le sommet. Il n'était pas seul. Sa famille était avec lui et un Sherpa l'a aidé à atteindre le sommet de la plus haute montagne ne faisant pas partie d'une chaîne au monde. Il me dit qu'il existe un lien entre le fait d'être un propriétaire d'entreprise en démarrage et l'établissement d'objectifs aussi ambitieux. Si je peux être un alpiniste, n'importe qui peut l'être. Nous avons simplement dû commencer à faire le premier pas vers la montagne et ne pas nous laisser intimider par tout le parcours qui nous attendait. Il s'agit simplement du premier pas qui marque le début de l'escalade d'une montagne aussi imposante que le Kilimandjaro. Dans cette optique, j'imagine que vous êtes au camp de base. Vous regardez vers le haut et vous voyez à quel point vous avez une expédition incroyable devant vous. J'imagine que c'est très semblable dans le cas d'un propriétaire d'entreprise en démarrage qui ne tourne pas son regard uniquement vers le sommet. Vous devez diviser l'ascension en étapes faciles à gérer afin de comprendre ce que vous devez faire au quotidien. C'est exact. Les analogies sont remarquablement semblables. Que faut-il pour atteindre la première colline? Ensuite, vous grimpez la première colline, puis vous pouvez voir la deuxième colline, plus grosse derrière elle, puis l'imposante montagne au-delà, et ainsi de suite. Le monde des entreprises en démarrage est très semblable. Il s'agit de se concentrer sur la première étape à franchir. Une fois que vous avez franchi la première étape, quelle serait la prochaine étape? Vous obtenez plus de clarté à cet égard. Je dis souvent à mes fondateurs que franchir cette première colline procure un sentiment très important. Le deuxième sentiment important que nous apprenons rapidement consiste à célébrer nos petites victoires. Il est important de célébrer la fin de la première journée. Certains fondateurs qui en sont à leur début doivent franchir une étape, par exemple la première entente ou terminer un trimestre en atteignant le premier million de dollars de revenus. Ce sont toutes des étapes importantes du parcours à long terme. Il est très important de prendre du recul et de célébrer les belles victoires en cours de route. Enfin, je dirais que la troisième chose consiste à faire en sorte que chaque étape, chaque jour soit meilleur que le précédent. Étudier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Quelles sont les astuces pour surmonter l'ennui? Quelles sont les astuces qui vous permettraient de garder votre corps en santé et de faire en sorte que la journée suivante soit meilleure? Je crois que les gens doivent être obsédés par le fait d'apprendre constamment des choses au sujet du parcours et qu'ils doivent veiller à ce que chaque journée soit meilleure que la veille, que chaque mois soit meilleur que le mois précédent, réfléchir sérieusement à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné et à faire en sorte de s'améliorer. C'est une leçon importante. Pouvez-vous nous donner une idée de ce qui permet aux entreprises en démarrage du Texas de se distinguer sur la scène nationale? Parce qu'elles se distinguent réellement, n'est-ce pas?
Je crois que quelques raisons expliquent que les entreprises en démarrage du Texas se démarquent. D'abord, le Texas est une grande économie diversifiée. Je pense que nous sommes les chefs de file au pays quant au nombre de sociétés figurant au classement Fortune 500 dans un seul État. Deuxièmement, je crois que nous avons, en particulier à Austin, un fabuleux écosystème pour aider les fondateurs à faire croître leur entreprise. Des sociétés comme Live Oak ont à maintes reprises aidé les entreprises à démarrer avec d'excellentes idées et contribué à bâtir d'excellentes entreprises. C'est cette infrastructure qu'Austin en particulier et le Texas en général, à mon avis, a mise en place. C'est un excellent écosystème collaboratif. Il est facile de trouver de bons partenaires qui travailleront ensemble et qui souhaitent aider les autres dans ce parcours. Ce sont des forces incroyables qui expliquent qu'elles se démarquent. Le siège social d'un très grand nombre d'entreprises du classement Fortune 500 se trouve ici, comme Jonathan l'a dit. Beaucoup d'entreprises d'ici fonctionnent résolument en mode vertical et certaines personnes ont des forces incroyables dans leur domaine dans ce marché. Les forces de ce domaine, conjuguées avec les talents en technologie, finissent par représenter une grande partie de l'activité très impressionnante dans ce marché. Cette combinaison de connaissances approfondies sur le secteur disponible ici, des personnes très compétentes en technologie, le deuxième plus grand nombre d'ingénieurs dans l'État, le système de l'Université du Texas, puis le nombre de diplômés en STIM qui atteint probablement le deuxième rang au pays, cet État a beaucoup à offrir, ce qui contribue réellement à la façon dont l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en démarrage peuvent continuer d'accélérer ce marché. Une combinaison de connaissances approfondies du secteur et de personnes compétentes en technologie fait du Texas une destination prospère pour les entreprises en démarrage et l'innovation. Toutefois, comme dans toute région, le Texas connaît une inflation élevée et un ralentissement de l'économie. Pourquoi cela n'a-t-il pas dissuadé Krishna d'investir? Il s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience à composer avec les hauts et les bas. Vous êtes devenu un investisseur en capital de risque en 2000, juste avant l'effondrement de la bulle technologique. Quelles leçons avez-vous tirées de cette crise qui s'applique au monde actuel de taux d'intérêt élevés, de faible valorisation et d'incertitude économique? Merci de m'avoir rappelé que je me suis lancé dans ce secteur en 2000, Michael. De nos jours, les gens me présentent comme un pionnier, OG, de l'investissement en capital de risque au Texas, et je rappelle toujours aux gens que « O » ne signifie pas vieux ou old. Les leçons à tirer de ces périodes sont extrêmement pertinentes quant à notre façon de percevoir les investissements et le développement soutenu des entreprises dans le contexte actuel. Dans un pays où les capitaux sont abondants, les gens ont oublié de bâtir des entreprises durables. Les capitaux sont devenus une drogue qui camouflait beaucoup de défauts des entreprises. Vers 1999 ou 2000, vous pouviez bâtir des entreprises en fonction de ce que nous appelions des coups d'œil, qu'il s'agisse du nombre de visiteurs qui ont consulté le site Web et non sur le fait que vous générez des revenus, etc. Ainsi, nous avons commencé à voir beaucoup d'entreprises qui disposaient de capitaux abondants, mais dont la croissance n'était pas rentable. Pour bon nombre de ces entreprises, les capitaux sont devenus un halali plutôt que le véritable produit fondamental et l'innovation, et la façon dont elles créaient de la valeur et prenaient de l'expansion. Quels sont les 3 principaux éléments que vous recherchez lorsque vous décidez où investir? D'abord, nous nous demandons si vous bâtissez une entreprise durable, c'est-à-dire si vos produits conviennent véritablement au marché. Avez-vous réellement une productivité fondée sur les ventes unitaires en premier lieu? Bien entendu, on se demande ensuite quel est le plafond du LTV, et ainsi de suite. Deuxièmement, nous pensons que la nature des activités des entreprises est beaucoup plus en série. Lorsque vous avez beaucoup de capitaux, même avant d'avoir un produit adapté au marché,
Les gens commencent à investir dans les ventes et le marketing parce qu'ils le peuvent et ils commencent à vendre dans divers marchés finaux, diverses applications avec beaucoup d'équipes de vente et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que dans un pays d'abondance, vous avez des ventes. De toute évidence, vous embauchez 10 représentants et ils vendront tous quelque chose. Il est important de revenir au principe de base, que la nature des activités, soit en série ou séquentielle, de toujours trouver comment offrir un produit formidable pour la demande sur le marché, avant de prendre de l'expansion et d'investir dans les ventes et le marketing. Je crois que la nature doit être beaucoup plus en série. Enfin, préparez-vous à modifier vos objectifs. Les entrepreneurs ont l'impression que s'ils pouvaient atteindre ces millions de revenus, ces nombreux clients, ils croient qu'ils obtiendraient un financement à une valorisation soudainement intéressante. Malheureusement, les marchés macroéconomiques étant plus négatifs, les gens se disent soudainement « Bon, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit autre chose. » C'est très facile de se dire « Oh non, ces personnes ont changé mes objectifs quant à ce qu'il faut pour passer à la prochaine ronde de financement. » C'est dans la nature des choses. Les gens doivent simplement être prêts à modifier leurs objectifs et par conséquent peut-être penser à en faire plus et à ne pas se soumettre à un seul objectif en particulier, ce vers quoi vous pouvez vous diriger. Vous devez être beaucoup plus souple et vous adapter aux périodes économiques changeantes dans le contexte de la mobilisation de capitaux pour les prochaines rondes de financement. Je crois qu'en général, le financement de capital de risque est légèrement diminué. Je crois que le nombre d'entreprises qui ont obtenu du financement a diminué au cours des 18 derniers mois. Ce que nous avons vu, c'est une sorte de digestion de la nouvelle réalité économique. Il y a eu un certain écart entre les attentes au niveau des acheteurs et des vendeurs, soit entre ce que les fondateurs recherchaient et ce que les investisseurs étaient prêts à payer. L'écart semble se réduire et converge au fil du temps, alors que les deux parties s'adaptent à la nouvelle réalité. À quoi ressemble un écart entre les attentes des acheteurs et des vendeurs pour vous, Krishna? Oui, cela change, en ce sens que même si nous avons été très disciplinés, même en 2019, 2020 et 2021, nous savions aussi que la fête ne pouvait pas durer longtemps. Bien entendu, les valorisations ont été massivement corrigées. Les valorisations des marchés publics ont considérablement diminué. De plus, un autre changement important est survenu. Alors que pendant un certain temps, beaucoup d'entreprises avaient des valorisations de logiciels d'entreprise qui généraient de véritables revenus récurrents. Toutefois, ce sont toutes des entreprises transactionnelles, des entreprises uniques. Ces situations se sont donc corrigées encore plus radicalement, car ces entreprises ne sont tout simplement pas aussi intéressantes qu'une entreprise de logiciels traditionnelle. L'effet se répercute lentement dans l'écosystème, alors que les gens s'efforcent de déterminer ce qui devrait être la nouvelle normalité pour ce type d'entreprise. Quel type d'entreprise devrait être évalué en fonction de la valeur ajoutée? Quel type d'entreprise devrait être évalué en fonction des revenus annualisés? Nous devons donc revenir aux principes fondamentaux de la spécificité du secteur. À quoi ressemblent les valorisations dans le secteur? Il faut faire réapprendre en tenant compte de la conjoncture économique actuelle. Pouvez-vous comparer et établir les différences entre ce que vous voyez dans le domaine des entreprises en démarrage à Austin, Houston, Dallas, soit 3 milieux très distincts? Ce sont tous des marchés différents. Comme les manchettes l'indiquent, Austin finit par être le milieu le plus profond, le plus actif et le plus diversifié. Elle affiche les forces les plus profondes. On y trouve des sociétés qui offrent des logiciels d'entreprise, des logiciels d'infrastructure, des services techniques et même du commerce électronique. Il existe une variété de sociétés de biens et de grande consommation intéressantes à Austin. Je dirais que Dallas est le deuxième marché en importance. C'est notamment grâce à une énorme quantité de services aux entreprises que l'on offre déjà à Dallas. Il s'agit de grandes sociétés qui offrent des services aux entreprises dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des soins de santé. Tout cela existe là-bas.
De plus, Dallas a été durement touchée par l'activité entrepreneuriale. Elle était très bien connue sur les marchés du matériel, des télécommunications et de l'optique entre le début de 2000 et 2002. Nous observons enfin une belle renaissance, une belle remontée dans le marché de Dallas. Houston demeure le marché le moins important. Je ne comprends pas pourquoi. On y trouve une énorme quantité de personnes compétentes et d'ingénieurs. C'est peut-être en raison de leur priorité et du secteur de l'énergie. Les gens aiment travailler dans le secteur de l'énergie et ne deviennent pas entrepreneurs. Houston a une vaste gamme de sociétés de technologie médicale dans lesquelles nous n'investissons pas. Il est donc possible qu'il y ait des activités dans le secteur des technologies médicales que nous ne connaissons pas, mais il devrait y avoir plus d'activités là-bas. Nous continuons d'espérer que cela commencera à faire vraiment avancer les choses en ce qui a trait au nombre d'entreprises qui arrivent sur le marché. Jonathan, qu'est-ce qui manque au Texas pour financer les entreprises à travers tout leur cycle de vie? Ce que nous constatons en général, c'est que les entreprises obtiennent du financement tout au long de leur cycle de vie, alors que je dirais qu'il nous manque peut-être un peu de capitaux locaux à un stade plus avancé. J'ai probablement reçu plusieurs appels récurrents avec des fonds de capital de risque à un stade plus avancé à l'extérieur de l'État qui surveillaient activement la situation. Le marché du Texas a de la visibilité, mais n'a pas encore nécessairement les sommes locales qui proviennent de l'État. Je suis revenu à la métaphore de l'alpinisme et j'ai demandé à Krishna en quoi le fait d'être un investisseur en capital de risque au Texas exige qu'il soit plus qu'une simple source de financement. Il doit aussi être un guide Sherpa. C'est une excellente analogie, car mon guide principal lors de l'escalade du Kilimandjaro est simplement là pour faire tout ce qu'il faut pour nous amener au sommet et nous aider lors du retour, pas seulement au sommet. Nous avons le même état d'esprit. Je crois que la philosophie de base de la société est de se consacrer entièrement à nos fondateurs au Texas et à l'ensemble de la communauté des entrepreneurs, et nous mettons l'accent sur le fait d'être des guides dévoués, ce qui guide tous nos gestes. Pour nous, en ce qui concerne nos fondateurs et nos entrepreneurs, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un travail plutôt solitaire, surtout pour ceux qui sont chefs de la direction. Vous êtes leur ami, vous êtes leur philosophe, vous êtes leur guide et leur mentor, vous êtes leur thérapeute, vous êtes là pour les séances de libération du stress, et ainsi de suite. Dans l'ensemble, je pense que la philosophie, compte tenu de ce dont j'ai parlé, consiste à mériter le droit d'être la première personne qu'ils appellent pour lui faire part d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle. C'est quelque chose qu'on mérite. On ne peut pas l'exiger. On ne peut pas obliger les gens à faire ces choses. Sur le plan tactique, cela signifie qu'il ne suffit pas d'assister aux réunions du conseil d'administration. Nous les aidons beaucoup sur le plan du recrutement, des stratégies de financement et de l'élaboration des présentations, soit tout ce qu'il faut pour bâtir une entreprise. Jonathan, le mentorat est un élément essentiel de tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Il est important que les fondateurs choisissent de bons partenaires, de bons guides, des guides chevronnés sur cette voie, qu'il s'agisse de leur capital investissement ou de leurs dettes, que ce soit des partenaires qui ont vécu des cycles et travaillé dans des circonstances difficiles, mais aussi dans des circonstances solides et positives. Ces partenaires nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Krishna, s'il y a un point à retenir pour un fondateur qui envisage de démarrer une entreprise au Texas, quel devrait-il être? Les meilleurs fondateurs qui s'adaptent au Texas incarnent l'esprit de la vie locale et la pensée mondiale. La vie locale désigne la façon dont vous tirez réellement avantage de la force du marché local et cet esprit de collaboration qui symbolise clairement l'essence du Texas. Toutefois, vous n'essaierez pas de gagner l'insigne du meilleur au Texas. Vous tentez de bâtir la meilleure entreprise à l'échelle mondiale. Vous tentez de bâtir des sociétés dominantes à l'échelle mondiale qui peuvent dominer une catégorie en tirant avantage de tout ce que le Texas a à offrir, tout en essayant de bâtir des sociétés mondiales d'envergure qui dominent dans ces catégories respectives. De toute évidence, vous prêchez par l'exemple. Félicitations pour avoir recueilli 230 000 $ pour 6 organismes de bienfaisance de votre région.
Oh, merci beaucoup. Nous sommes ravis de ce programme. Toutefois, ce que mon cofondateur et moi avons décidé, c'est qu'il ne suffit pas de soutenir les entrepreneurs qui font des profits, mais comme il y a plus de gens dans cette communauté, il est important de mobiliser les ressources de nos propres ressources, les ressources des entrepreneurs, pour offrir une contribution à ces gens et à ces causes. C'est très important. C'est ce qui nous a permis de lancer une campagne plus officielle. Près d'1 million de dollars ont été versés au cours des 4 dernières années. De plus, nous sommes très actifs individuellement au sein des conseils d'administration, car tout ce soutien dans l'ensemble de la collectivité est offert dans l'esprit des marées montantes. Nous devons mobiliser tous les navires et non seulement les gens qui travaillent dans la communauté des entrepreneurs en technologie. C'est un autre aspect extrêmement important de la philosophie de Live Oak. En établissant des parallèles entre l'ascension du mont Kilimandjaro et le parcours entrepreneurial, nous découvrons l'importance de faire ce premier pas, de diviser une aventure ambitieuse en étapes faciles à gérer et de célébrer chaque réalisation en cours de route. Le fondateur d'une entreprise en démarrage d'aujourd'hui doit se concentrer sur la création d'entreprises durables, sur l'adaptation des produits au marché avant l'expansion, et il doit se préparer à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché. Le contexte diversifié des entreprises en démarrage au Texas, où Austin se démarque comme une plaque tournante dynamique, a besoin de plus de capitaux locaux pour les entreprises qui en sont à un stade plus avancé. Pour Krishna et Jonathan, le rôle de mentor va au-delà du financement, reflétant la philosophie de Live Oak Venture Partners et de Services financiers Innovation CIBC, où le soutien, les conseils et l'engagement communautaire jouent un rôle central. Le principal point à retenir fait écho à l'essence de la vie locale, qui est étroitement liée à la pensée mondiale pour les entrepreneurs du Texas, en tirant parti des ressources locales tout en aspirant à créer des entreprises influentes à l'échelle mondiale. Vous écoutiez le balado de Services financiers Innovation CIBC, où nous apprenons les secrets de l'innovation, de l'économie et de la réussite des entrepreneurs qui ouvrent la voie à l'avenir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au balado dans Apple Podcast, à donner une note à l'émission et à nous dire ce que vous en pensez. Je m'appelle Michael Ainsworth. Je vous remercie d'avoir été des nôtres.